Ok. Donc vous êtes en train de dire que comme on peut remplacer le méthanol par de l'éthanol. Donc, Mais ouais. en fait, mettons le méthanol, ça peut venir de différentes sources de fabrication, puis on peut l'avoir d'une source renouvelable. Et les saules seraient une bonne source pour ça, parce que il y a toutes les composantes nécessaires pour le fabriquer. Et dans notre projet de recherche, on n'a pas poussé jusqu'à la fermentation, mais on a pris la biomasse, on a fait la saccharification, donc on est parti des chaînes de polymères de sucre. On les a coupés en morceaux pour avoir des sucres simples. Et c'est ces sucres simples qu'on fermente avec des enzymes. Donc nous, Ouais. Mais j'avais lu quelque chose dans la recherche. Vous avez je dit pense que. que ça, Ouais. c'est des Oh, 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 papiers que je oh, vais vous désolé, donner à désolé. la fin, mais c'est plus Ouais. pour les catalyseurs. Mais ça Ok. se ressemble Oh, beaucoup merci. entre les Oh, articles scientifiques qui se ressemblent un peu. ouais. Donc vous avez dit que comme genre sugar dégradation, genre ça, la dégradation du sucre, elle aura genre un effet, un downstream sur la fermentation du biofuel. Genre c'est quelque chose. Est-ce que genre utiliser du sucre, ça va diminuer la rentabilité de ce qu'on va obtenir à la fin en bio? Non, mais c'est juste que en chimie, souvent, on contrôle pas à 100% les produits que ça fait. Par exemple, vous, c'est un des coproduits, ou il y a juste des coproduits naturels, comme vous, c'est le glycérol, qui est un byproduct que vous désirez pas avoir dans votre produit final. Mais pareil, quand on travaille avec les sucres, on va avoir des produits de réaction qui sont allés peut-être un peu plus loin que la réaction qu'on visait d'origine. Et puis, c'est des molécules qui peuvent inhiber dans le fond, la réaction de fermentation par la suite. Donc, il va falloir aussi faire une étape de purification du mélange qu'on obtient, du mélange de sucre qu'on obtient, avant de pouvoir faire l'étape suivante. Mais cette partie-là, on ne l'a pas vraiment quantifiée. En tout cas, parce que sur cette partie du projet, j'ai travaillé en collaboration avec un autre étudiant au doctorat qui est à Imperial College à Londres. Puis nos communications, c'était tout par Zoom, et donc en tout cas, il n'y a pas de point avec ça, mais c'est que c'est pas moi qui les ai faits au laboratoire, donc j'ai moins Ok. Ouais. j'ai moins les résultats comme c'est moi qui les ai faits Ok, ouais. et je peux les avoir. Et je sais que lui, il les a quand même quantifiés, mais je n'aurais pas les chiffres en tête. Je pourrais lui demander ou essayer de les retrouver par rapport au. Mais ça reste du faible pourcentage de ces produits de dégradation qu'on obtient. La majorité, ça reste quand même du sucre. On avait des rendements de 98%, donc ça reste quand même très, 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 très bon. Ok. Pourquoi utiliser les saules spécifiquement? Ouais. Mais c'est quoi les. Qu'est-ce qui fait que le saule serait utile à faire des. Si j'ai bien compris, des biocarburants ou c'est la biomasse qui serait À utile? partir de la biomasse, dans le fond, c'est comme ta matière première, et puis à partir de ça, tu peux faire plusieurs choses. Donc il y a tout un volet énergétique pour faire du biocarburant, et après, dans ce projet-là, on avait aussi regardé les bioproduits qui sont plus basés sur les extraits de saule. Mais pourquoi le saule? Ça pourrait être il y a le peuplier, enfin il y a plusieurs euh, sources végétales qui peuvent être utilisées, mais l'enjeu c'est toujours l'approvisionnement. Donc c'est de pouvoir cultiver cette biomasse-là sur des terrains qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture, pour l'alimentation humaine ou animale. Et donc les saules, ils ont l'avantage de pouvoir pousser sur des terrains qui sont contaminés ou dégradés, qui ne sont pas aptes pour produire, par exemple, du blé ou du maïs. Et dans ce projet-là, c'est qu'ils avaient un double rôle, c'est qu'ils servaient aussi à épurer les eaux usées. Et ça a permis de tripler, dans le fond, la quantité de biomasse qui a été produite, donc la quantité d'arbres, la masse d'arbres qui a poussé. Et donc ça, c'est un des avantages aussi, c'est qu'ils répondent très bien à une irrigation avec des eaux usées. Donc sur une même surface, sur une même période de temps, on a 3 fois plus de matières premières. Donc c'est vraiment de là que vient l'avantage d'utiliser les saules. Et dans le fond, c'est ça, la matière lignocellulosique, il peut y en avoir d'autres. Est-ce que genre quand vous avez utilisé l'eau usée c'était d'une municipalité, est-ce que comme genre ça détériore les terres, est-ce que ça a un impact sur, est-ce que ça augmente le pH de la terre?
la rendre plus acide ou basique? Ça, c'était en fond, cette étude, ça a duré sur 3 ans et ça a alimenté plusieurs projets de recherche. Toute la partie traitement des eaux usées, ça a été fait par une équipe de Polytechnique Montréal. Donc, eux, ils ont vraiment fait le suivi. Est-ce que ça dégrade bien les polluants qu'on retrouve dans les eaux usées? Comment ça change le pH des sols, la salinité du sol, l'électroconductivité du sol? Et ils n'ont pas vu tant de variations de pH. Encore une fois, je pourrais vous référer à leur article qui détaille vraiment plus les impacts sur les eaux souterraines, ou en tout cas les eaux qu'ils ont captées en dessous de la plantation. Mais ils ont vu que ça restait dans les normes environnementales. Après, il y a une autre étudiante de notre équipe qui a plus regardé comment ça change la communauté microbienne du sol, parce que les eaux usées, c'est très chargé en microbes et en bactéries. Puis le sol aussi, c'est un environnement très riche en bactéries. Et ok, donc quand on mélange les deux, comment est-ce qu'ils vont interagir? Est-ce que c'est les bactéries des eaux qui vont prendre le dessus, ou est-ce que quand ils se retrouvent dans le sol, c'est plus vraiment leur milieu, leur environnement normal, fait que c'est quand même les bactéries du sol qui restent? Et de savoir un peu c'est quoi la dynamique. Et on a une autre étudiante aussi qui s'intéresse aux contaminants émergents. Donc ça, c'est par exemple les produits pharmaceutiques ou des produits qui sont, même de façon générale, pas toujours pris en charge par les stations d'épuration, parce qu'il y a différents niveaux de traitement. Et donc, on s'est dit, est-ce que les arbres sont capables de dégrader ces produits, mettons, pharmaceutiques, parce que pour eux, c'est des nutriments, fait qu'ils se servent de ces molécules comme source de nutriments, soit les plantes directement, soit les bactéries. Et vous me dites si c'est pas clair, ou si c'est... Oui. Non, c'était clair. C'est clair. Il y avait des mots que, enfin, je n'étais pas certain, mais de façon générale, j'ai quand même bien compris. Même si c'est parce que je sais qu'on a notre jargon, et puis des fois, c'est pas forcément commun. Puis on perd un peu le lien avec qu'est-ce qu'on utilise. Ça, je l'avais au début de mon doctorat, mais après, je l'ai perdu. Donc, n'hésitez pas à... Voyons, j'avais une question. C'est une question, vas-y. Ok. Bon, il y a une des limitations, c'est genre que vous n'avez pas genre tenu en compte les interactions entre les willows puis les water microbes, mais genre vous avez dit que comme il y en a une... Oui, c'est ça, c'est que c'est tout... Parce que souvent, on ne peut pas couvrir tous les aspects de... Déjà, ce papier, il y avait 2 grands aspects, la partie bioénergie et la partie bioproduits. Et donc, en temps normal, ces deux se font dans des domaines, pas dans des domaines différents, mais c'est des gens qui étudient 2 choses différentes. Donc déjà, de mettre ça en commun, c'était un bon défi, et donc de rajouter l'étude des bactéries, ça aurait fait beaucoup trop de... Est-ce que vous pensez que comme ça a des impacts, ou est-ce que ceci, genre, vous serez parti dans cette tangente, est-ce que vous pensez que comme ça a des impacts sur le biofuel, ou bien l'impact de... de l'interaction entre les microbes et les willows? Je sais pas si je comprends bien la question, mais dans le fond, ça peut avoir un impact bénéfique, dans le sens où certaines bactéries peuvent aider à l'acquisition des nutriments par la racine des saules. Donc ça peut avoir un effet bénéfique, ou ça peut représenter des pathogènes pour l'arbre, et dans ce cas-là, ralentir leur croissance. Mais dans ce cas particulier, c'est ça, on a eu un effet bénéfique, on a triplé la production de biomasse. Fait que, a priori, en quantité nette, on n'a pas d'effet négatif. Je veux dire, en effet final, on n'a pas d'effet négatif, mais c'est aussi de voir à travers les années, si on veut changer de culture, est-ce que ça détériorer justement ou altérer, pas forcément détériorer, mais juste altérer les sols, la terre. Pour les willows, pour que vous soyez capable d'utiliser la biomasse ou nos produits, est-ce que vous avez besoin de manipuler ou de changer quelque chose avec la willow, ou la willow changer son environnement d'une façon ou d'une autre pour être capable de l'utiliser pour produire de la biomasse? Ou vous êtes juste comme allé dans la nature puis vous avez simplement testé? Dans le fond, ce système-là, c'était vraiment un système
avec de l'ingénierie humaine. Donc, toute la partie irrigation, par exemple, ils ont fait passer la tuyauterie à travers les différents rangs pour justement irriguer à travers chaque jour, avoir des irrigations. Donc, en ce sens-là, on a changé l'environnement. C'est pas juste, mais on pourrait aussi utiliser les saules qui poussent naturellement dans l'environnement. Après, c'est toujours une question de logistique aussi. Quand c'est une plantation, mais il faut faire attention à l'espacement entre les rangs pour qu'une machinerie, pour qu'un tracteur, par exemple, puisse passer et faucher. Et ça, c'est des détails, mais c'est aussi important dans la practicalité de la cueillette. La biomasse qui vient des willows, elle est prise sur quelle forme? Est-ce que c'est simplement les feuilles que vous ramassez Ouais, ou c'est... dans le fond, c'est la masse principale de l'arbre, ça vient de ces tiges. Donc, c'est les Mes tiges. notes. Parce que j'ai juste cherché mes notes 2 secondes. Ah, Je suis vas-y. désolé. Non, mais Je vais voir en même temps si ça enregistre. ça a l'air d'enregistrer. Ouais, juste couper la vidéo puis la recommencer. Comme ça, après ça va être facile à éviter. Parfait. Voilà. Tu l'as bien relancé? Oui. Ok. Je vais le garder juste au Oui. cas. Voilà. Donc la question c'était quelle partie du sol on utilise. Donc dans le fond, c'est ça, la masse principale se trouve dans les tiges et souvent on va faire la récolte en fin de saison quand les feuilles auront commencé à tomber. Donc c'est vraiment les tiges qu'on récolte et c'est ça. Ok. Puis dans l'étude justement on a démontré que même si les sols ont poussé 3 fois plus, ça n'a pas changé la composition chimique, la composition chimique qui structure les tiges. Donc tout ce qui est la lignine, celluleuse et hémicellulose, ils sont restés dans les mêmes proportions dans la tige et puis ils sont tout aussi facilement dégradables que dans un sol qui pousse dans un environnement sans irrigation avec les eaux usées. Oui. Et après, il y a toute la partie traitement, c'est de prendre les grandes tiges. Souvent, on les fait sécher, après on les met en copeaux, et c'est après qu'on fait le pré-traitement. Ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est pour libérer les sucres. Quand vous avez dit que comme ça augmente, genre les plantes, la biomasse ça a fait x3, mais si je vois genre ça increase de comme 8% de cellulose, genre il y a eu 8% de plus de matière, mais ça multiplie par 3, j'ai pas vraiment compris cette partie. Ben dans le fond, donc on a la production, c'était, on avait 10 tonnes à l'hectare à l'an pour les saules qui poussent dans un environnement normal. Et quand tu irrigues, on avait 21 000, ce qui fait pas x3. En tout cas, il faudra que je revoie les chiffres, mais parce que je pense que c'est, en tout cas, je sais plus c'est quoi les chiffres. Okay. Mais donc ça, c'est l'augmentation de la biomasse. Et après, le 8% d'augmentation, c'est justement, mettons, si on simplifie, la tige, elle est composée de lignine, hémicellulose et cellulose. Puis encore une fois, je ne sais plus les chiffres, mais c'est, mettons, 56% de cellulose, 23% d'hémicellulose et le complément, 23% de lignine. Et dans le fond, dans l'un, il y a eu 56%, alors que dans l'autre, il y avait 64%. Et donc, c'est ça les 8% de différence. Donc, c'est sur la composition. Mais je ne sais pas si... Est-ce que vous voulez que je réexplique avec d'autres termes?